Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui on parle de frelons asiatiques. Mais non, partez pas. On vous rassure, on va parler aussi d'oiseaux. Comment ça va Sophie ? Eh ben ça va, ça visite. Mais vous en faites pas, hein, après tout les frelons, les frelons asiatiques ça vole aussi, hein, c'est pas exactement un oiseau, mais ça vole. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des oiseaux honoraires ? Je ne sais pas. Alors le sphinx colibri peut être un oiseau honoraire, je trouve. Et puis d'ailleurs les colibris volent comme les insectes, hein. Donc mine de rien. C'est vrai. Le sphinx bourdon, tout ça. Donc tu vas nous parler de frelons asiatiques aujourd'hui. Et moi je vais parler de faits divers. Ça se passe dans les Pyrénées. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on va parler de ce trafic d'oiseaux. On n'avait jamais parlé de trafic d'oiseaux, ça va être l'occasion de comprendre comment ça s'articule tout ça. Et puis Sophie, on aura peut-être l'occasion de t'entendre sur le sujet, parce que c'est peut-être des personnes avec qui tu as travaillé, qui sait, par le passé, puisqu'on va notamment parler de gypaète barbu. Voilà. Oh, bah peut-être. Mais avant tout ça, rétro piou-piou, je vais commencer par parler du coucou. Le fameux coucou. Ah, ouais. Et j'ai appris le coucou gris, notre coucou, notre coucou national. Il y en a plusieurs quand même. Effectivement. Bon, c'est pas réellement notre coucou national parce qu'il vient du Royaume-Uni, quand bien même il transite de par chez nous. Mais tu sais, quand on parle de migration, Sophie, on a tendance à dire que, en fait, la migration, vous avez la migration hivernale et la migration estivale. Donc, en gros, les oiseaux migrent en automne et migrent au printemps. Et puis, c'est tout. Eh ben, on a découvert chez les coucous, par des suivis GPS réalisés par le British Trust of Ornithology, que certains oiseaux passaient moins d'un mois sur certains secteurs avant de repartir en migration. C'est le cas d'un mâle qui avait été donc découvert fin avril 2024 et qui était revenu, donc on est en Irlande, et qui est reparti 28 jours après être revenu au Royaume-Uni, le temps de se reproduire et le temps de repartir. Voilà, donc les migrations peuvent être extrêmement courtes, contrairement à ce qu'on peut vous dire où, les migrations durent environ 3-4 mois, enfin en tout cas les oiseaux s'immobilisent pendant 3-4 mois avant de reprendre leur route. Eh bien non, certains oiseaux prennent moins d'un mois pour justement arriver sur secteur et repartir aussitôt. Eh ben, c'est rapide, hein. C'est... À peine le temps de se poser. C'est ça. Et en plus, ils repartent en Afrique, t'imagines ? Non mais c'est les vacances en fait. On travaille toute l'année et puis on monte au Royaume-Uni pendant un mois. C'est les vacances. Bah oui. Faut quand même prendre ses vacances au Royaume-Uni. Je t'avoue que j'aurais préféré l'autre côté. Hein. C'est même pas. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais bon, après, ils voient du pays après, donc tout va bien. Oui. Certes. Depuis 2011, 120 individus qui sont suivis justement par le BTO, suivis effectivement par GPS. Donc plein d'autres choses encore sans doute à découvrir sur cet oiseau que l'on ne connaît pas forcément très très bien en tout ce qui concerne en tout cas migration. Ouais, c'est top ça, intéressant. Sophie, moi toi de mon côté, j'ai une bonne nouvelle. Connais-tu la grue caronculée ? Oui, ça me dit quelque chose. J'arrive pas à me souvenir du visuel de cet oiseau, mais oui, ça me dit quelque chose. C'est la fameuse grue, tu sais, avec le bec rouge, le devant du corps généralement blanc, et elle a ces deux caroncules, donc très très prononcées, qui descendent en dessous du bec, qui elles sont par contre blanches, hein, mais voilà, c'est ces deux morceaux de peau là qui descendent assez bas. Et c'est l'une des plus grandes grues du monde, hein. C'est la deuxième, je crois, plus grande grue parmi les espèces de grues dans le monde. Elle vit en Afrique, et donc dernièrement on a eu de très bonnes nouvelles, donc je vous en parle parce que il y a eu une population de grues caronculées en Afrique du Sud notamment,
Et cette population, ces dernières années, alors qu'elle était en danger critique d'extinction, alors la population, pas la grue elle-même, en totalité est classée vulnérable, hein, mais certaines populations, par contre, sont à risque d'extinction majeure comparé à d'autres. Et donc celle qu'on avait en Afrique du Sud, malheureusement, on n'avait plus qu'une petite centaine d'oiseaux partis il y a déjà une petite vingtaine d'années. En 2000, je crois qu'on avait moins de 200 oiseaux, donc on était descendu bien bas. Sauf que, heureusement, grâce à des travaux de conservation, eh bien, la population a réussi à rebondir, et on a eu les chiffres de 2024, et les comptes sont très très optimistes, parce qu'on est arrivé à plus de 300 oiseaux, ce qui est quand même bien mieux que ce qu'on avait précédemment. Donc pour l'instant, grâce à ces comptes, l'espèce n'est plus classée comme étant en danger critique d'extinction en Afrique du Sud. Okay. Elle reste vulnérable, évidemment, mais au moins on a réussi à sauvegarder cette population, et ça, c'est une bonne nouvelle. Tu dis optimiste, est-ce que ça veut dire qu'il doit y avoir un affinage qui doit être fait de ces comptages ? Alors ce sont des comptes qui sont faits par drone, par vue aérienne, tu sais. Oh, okay. Donc il y a forcément des choses qui sont pas toujours exactes. Donc c'est très pratique pour compter les oiseaux, mais on n'est pas toujours sûr exactement de ce qu'on a compté ou de où est-ce qu'on les a comptés. Ça peut faire varier un petit peu les chiffres. Voilà, c'est évidemment 304, c'est le chiffre qu'on a trouvé, mais c'est possible que ce soit plus ou que ce soit moins, on ne sait pas. Que faisais-tu, Sophie, le 14 juin dernier ? Je travaillais certainement. Eh bien, si tu avais été à New York, si nous avions été à New York, on aurait pu assister au Pigeon Fest. Oui, Sophie. Il avait lieu à l'intersection de la 30e et la 10e avenue. Et c'était une journée complète qui célébrait le pigeon, l'écologie urbaine et les arts publics. Il y avait plusieurs choses qui étaient programmées dans ce festival. Il y avait des petites discussions. Il y avait de la Zumba. Voilà, tu pouvais participer à la Pigeon Dance Party, comme l'appellent nos chers amis sur Internet. Il y avait aussi un concours de celui qui se déguise le mieux en pigeon. Voilà, assez incroyable. Il y avait un artiste, Ivan Argot et Cecilia Alemani, donc deux artistes qui ont réalisé une sculpture géante d'un pigeon biset qui était exposé à ce moment-là. Et puis on avait aussi un concert qui était organisé. Et puis Rosemary Moscow, que tu connais sans doute, qui a notamment écrit un livre sur les pigeons, était présente avec d'autres personnes pour donner quelques conférences et quelques talks autour de cet oiseau. Je trouve vraiment cette initiative hyper intéressante parce que on met en valeur peut-être l'un des oiseaux les plus détestés par les gens, et c'est une très bonne chose d'avoir réalisé ça au plein cœur de New York. Terrible. Moi, je veux voir ces sculptures de pigeons. Il va falloir que je fasse un tour sur le net. Il y avait plein de choses. Il y avait un carnaval aussi qui était organisé. Il y avait une piñata qui était organisée autour du pigeon. Voilà, il y avait plein de petites actions qui étaient organisées, et on espère que l'événement se renouvellera. Visiblement, il a eu bonne presse, et visiblement il a accueilli beaucoup de monde. Voilà, on espère que ce genre d'initiative sera renouvelée l'année prochaine à New York ou peut-être ailleurs. Et ce sera terminé pour moi et mes infos. Ce sera terminé pour tes infos. Moi, j'ai une dernière petite info, si tu veux bien. On a parlé du cassican flûteur déjà sur cette émission au moins 2 fois, il me semble, non ? On pourra en parler 25 fois du cassican flûteur. Au moins, oui, certainement. Enfin bref, vous commencez à le connaître à présent. Un petit article qui a été publié il y a pas longtemps dans Ibis. Sur donc le cassican flûteur, un petit article scientifique, donc allez le lire si ça vous tente, et qui parlait à son propos de son chant et surtout de sa capacité à chanter dans les environnements urbains. On en a parlé aussi une fois ou deux de l'adaptation de pas mal d'oiseaux à des environnements urbains, et notamment de l'impact que le bruit pouvait avoir sur ces oiseaux-là. Et donc, en l'occurrence, à la suite de ce qu'on a déjà dit
avis sur le sujet. Il se trouve que l'étude qui a été publiée a trouvé que ces cassicans flûteurs avaient effectivement un changement dans leur chant pour ceux qui habitaient donc en zone urbaine, comparé aux cassicans flûteurs qui n'y habitaient pas. Il y avait un gros changement, c'est-à-dire qu'en fait ils chantaient beaucoup moins souvent que leurs homologues qui habitent en zone rurale. Pourquoi ? Parce que tout simplement leur chant se serait perdu au milieu du bruit des voitures, et qu'évidemment ça sert pas à grand chose de s'échiner à chanter quand de toute façon on ne vous entend pas. C'est donc voilà, c'est un peu un problème parce qu'en fait le cassican flûteur il se base comme beaucoup d'oiseaux sur son chant pour des histoires de territorialité notamment, de reconnaissance, enfin bref c'est un oiseau quand même qui est assez social, mine de rien, et donc s'il ne peut pas chanter, et ben ça va obligatoirement avoir des conséquences sur sa vie, que ce soit au niveau social, au niveau reproductif, enfin bref, pas mal de conséquences, et on sait pas encore toutes les conséquences que ça va avoir, mais il est clair que cet oiseau va possiblement se porter beaucoup moins bien à cause de ça. Donc on attend la suite de cette étude avec beaucoup d'intérêt. Eh ben, on suivra ça dans le courrier de la Sterne, on referme la rétro et on parle de frelons asiatiques. Mais quel est le lien avec les oiseaux, Sophie ? Dis-nous tout. Ah, alors on va commencer par parler un petit peu du frelon asiatique, parce que bon, j'imagine que tout le monde en a entendu parler, ça a fait les gros titres des journaux pendant pas mal d'années, notamment en France, parce qu'on a eu l'introduction du frelon asiatique donc sur le continent européen, et notamment en France au début des années 2000. En France, il me semble que c'était en 2004, pour être très précise. Il me semble aussi. Et voilà, et jusqu'à dernièrement, le frelon asiatique a peu à peu conquis l'Hexagone pour arriver jusqu'au nord de l'Europe en 2020, où il a finalement atteint les Pays-Bas, la Belgique et même le Royaume-Uni. Donc on est totalement sous l'influence du frelon asiatique aujourd'hui en 2025 en France, et c'est un gros problème parce que, comme vous le savez certainement, les apiculteurs notamment s'en plaignent, tout simplement parce qu'un frelon asiatique est capable de capturer, un seul frelon asiatique, hein, pas une ruche au complet, est capable de capturer entre 25 et 50 abeilles par jour. Abeilles domestiques, j'entends bien. Ce qui est un gros problème, parce que, évidemment, ça décime nos colonies d'abeilles locales, et en plus, ça prend la place de notre frelon européen, lui, qui, pour le coup, ne trouve plus de quoi se nourrir, et surtout se fait piquer son territoire par ces frelons beaucoup plus agressifs, qui lui tiennent tête beaucoup plus facilement. Il y a quelques méthodes pour lutter contre ce frelon asiatique, il y en a beaucoup qui ont été essayées, beaucoup qui ont raté, faut le dire, malheureusement. Alors pour en citer quelques-unes, la destruction des nids c'est évidemment important, mais pas à n'importe quelle période de l'année, parce que ça dépend de quand le frelon se reproduit, quand est-ce qu'il est dans son nid effectivement, et à quel moment c'est plus intéressant, parce que vous allez pouvoir tuer la reine par exemple avant qu'elle se reproduise, ou bien avant qu'elle essaime pour créer un nouvel essaim, etc. Il y a des moyens, tout simplement avec du soufre, avec du pyrètre, qui est un insecticide assez intéressant, notamment contre les frelons. Il y avait des choses pour protéger les ruches, pour éviter que les frelons ne viennent, notamment à la sortie des ruches, parce que leur truc habituel aux frelons asiatiques, c'est qu'ils se postent juste à l'entrée, ou à la sortie, comme vous préférez, de la ruche, et ils attendent en vol stationnaire qu'il y ait une abeille qui sorte, et là ils la capturent, et puis ils l'emmènent directement à leur nid. Donc c'est assez embêtant. Donc pour protéger l'entrée et la sortie des abeilles, les apiculteurs mettaient en place une sorte de filet ou bien une sorte de grille de protection contre les frelons qui fonctionne un temps, mais finalement une fois que le frelon s'habitue, il arrive à passer entre les mailles et ça ne fonctionne plus malheureusement. Il y a eu des petites tentes anti-frelons qui ont été mises en place aussi, où ça permet de récupérer le frelon alors qu'il s'échappe de la ruche, parce qu'il part toujours vers le haut dans ces cas-là, donc on peut le récupérer en haut de la petite tente qu'on a installée devant la ruche. Enfin bref, il y a plein de possibilités. Il y a même une plante carnivore qui a été étudiée par le jardin des plantes de Nantes. Si. Et cette étude menée donc avec la collaboration du Muséum national d'histoire naturelle à Paris a permis de piéger, grâce à cette plante carnivore, près de 600 frelons asiatiques, ce qui est quand même pas si mal, parce qu'en fait elles émènent une sorte de molécule qui est attractive pour ces frelons et qui les fait rentrer dans les espèces de... c'est une plante carnivore qui a... des sortes de longues coupes dans lesquelles l'insecte vient plonger, attiré donc par
un équivalent phéromone en quelque sorte. Et il vient se faire lentement digérer par les sucs gastriques de la plante. C'est bien beau tout ça. Voilà, c'est très très beau, donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est plus ou moins l'une des seules alternatives en ce moment qui pourrait promettre une réduction, mais vraiment efficace du nombre de frelons asiatiques, si ça c'est effectivement, si on arrive à trouver de quoi synthétiser cette molécule pour attirer spécifiquement le frelon asiatique, ça pourrait être une très bonne méthode pour lutter. Mais il se trouve que dernièrement... les oiseaux sont meilleurs. Ah, ça a déjà tout compris. Et il se trouve que justement, on a trouvé mieux. Et on a trouvé mieux du côté de la péninsule ibérique, avec un oiseau que tu connais certainement, que l'on appelle la bondrée apivore. Ah bah oui, évidemment. Eh oui, la bondrée apivore, comme son nom l'indique, mange notamment des abeilles, mais aussi et surtout des frelons. Alors, la bondrée apivore, normalement, en Europe, elle se concentre pas trop sur le frelon asiatique parce que c'est une espèce qui n'est pas européenne, donc normalement c'est pas censé faire partie de son régime alimentaire. Sauf que, depuis l'introduction du frelon asiatique, notamment dans le nord-ouest de l'Espagne, donc l'arrivée du frelon asiatique par là c'était plus ou moins 2014, il y a une étude qui a été menée, et qui a montré qu'en fait, il se trouvait vachement plus de bondrées apivores maintenant dans ces zones-là que précédemment. Et quand même, c'était curieux. Alors ils sont allés voir un peu pourquoi, et comment tout ça se passe. Alors dans le nord-ouest de l'Espagne, il y a notamment des grandes plantations d'eucalyptus, donc c'est des grands arbres, assez spécifiques, dans lesquels la bondrée apivore se trouve très très bien. Elle y trouve le gîte, et notamment, grâce au frelon asiatique qui est arrivé récemment, elle y trouve aussi le couvert. Et donc, cette petite étude, qui a été publiée là en 2025, donc cette année, s'est intéressée à ces oiseaux qui se trouvent dans ces forêts d'eucalyptus. Alors c'est une grande zone d'étude, qui fait entre 700 et 800 km², donc on est quand même sur une bonne grosse zone d'étude, et entre 2014 et 2023, toutes les aires actives de la bondrée apivore ont été recensées dans cette grande zone d'étude. Et on a essayé d'identifier les endroits où ont été construits des nids, on a essayé d'identifier quel type d'habitat avait été utilisé donc par la bondrée apivore pour construire son nid, la hauteur de la canopée, donc la hauteur des arbres, et puis la zone de dispersion pour les jeunes autour du nid, et s'il y avait eu de la mortalité dans les jeunes à l'envol ou pas du tout, enfin bref. On a étudié plein de trucs sur ces bondrées apivores, on a essayé de voir un petit peu est-ce qu'elles survivaient bien, est-ce que ça se passait bien, est-ce qu'il y avait une augmentation de la population, une diminution de la population, est-ce qu'il y avait des problèmes avec d'autres espèces d'oiseaux, enfin bref, un petit peu tout sur la bondrée apivore. Et alors, il se trouve que au début de l'étude, la densité des couples de bondrées apivores dans les forêts d'eucalyptus dans cette péninsule ibérique, elle est finalement assez faible en 2014. Okay. Parce qu'on avait à peu près une moyenne d'à peu près 3 couples par 100 km². C'est pas beaucoup, parce que quand on compare avec les autres régions européennes, donc par exemple ils ont comparé avec les Pays-Bas, on avait ressemblé jusqu'à 25 couples pour 100 km². Donc on est quand même sur une densité très très faible. Par contre, après l'arrivée du frelon asiatique, en fait, on s'est rendu compte que cette densité avait doublé. Et ça, c'était super intéressant, parce que à partir de juste quelques années après, on a déjà une densité de population de bondrées apivores qui fait un saut c'est incroyable. Et donc, c'est pour ça que les scientifiques se sont dit « Ah, il y a peut-être une corrélation. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont non seulement calculé le nombre de bondrées apivores, mais ils ont essayé de voir quel était le succès reproducteur de ces bondrées apivores dans cette zone spécifique. Est-ce qu'il était supérieur à la moyenne? Est-ce qu'il était tout à fait normal pour une bondrée apivore? Ou est-ce que, au contraire, elle était inférieure à la moyenne et que c'est pour ça qu'il n'y avait pas tant de bondrées apivores que ça par kilomètre carré? Et en fait, ils se sont rendus compte que avec l'introduction de ces frelons asiatiques, et finalement, le succès annuel moyen d'envol par couple était bien supérieur à la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'est à peu près entre 0,8 et 1 jeune par couple par an.
parce que les autres petits généralement meurent pour diverses raisons. Il y a plein de possibilités, que ce soit de la prédation par d'autres oiseaux, que ce soit des maladies, des parasites, il y a plein de possibilités. On est chez les rapaces, donc vous attendez pas non plus à déporter de 8 ou 10 individus, hein. On sera généralement entre 1 et 2 œufs de pondus, donc voilà. Voire 3, ça dépend. Voire 3. Et là, en fait, pour cette population spécifique de bondrée apivore, on est largement au-dessus, parce que le succès annuel moyen d'envol par couple, on est passé à 1,5 jeunes, voire même un peu plus que ça. Donc on est bien supérieur, on est bien supérieur à la moyenne européenne. Et c'est certainement ce qui explique, du coup, cette montée soudaine du nombre de couples par kilomètre carré de cette bondrée apivore, à l'endroit de cette incursion de frelons asiatiques dans ces forêts d'eucalyptus. Incroyable. Voilà. Et donc, ils sont intéressés ensuite à la construction du nid, où est-ce que ça se faisait, et comment est-ce qu'on pouvait encourager en fait les bondrées apivores à venir chercher ces frelons asiatiques. Parce que le but de l'étude, c'est non seulement de savoir à quel point la bondrée apivore aime le frelon asiatique, il semblerait qu'elle l'aime beaucoup, ça c'est clair, mais aussi à quel point nous, on pourrait l'encourager à venir dans des zones où il y a du frelon asiatique. Et il dirait, viens nicher par là, tu vas voir, il y a le gîte et le couvert, n'hésite pas, on a de quoi te nourrir, viens manger nos petits frelons asiatiques. Et donc, cette étude a montré que, effectivement, les plantations d'eucalyptus peuvent tout à fait constituer un habitat très très favorable à la nidification de la bondrée apivore. Notamment si on améliore un petit peu leur structure, donc on va diversifier les arbres et les essences d'arbres qu'on va trouver dans ces endroits-là, donc il faut pas qu'il y ait que de l'eucalyptus, il faudrait qu'il y ait un peu des choses un petit peu différentes pour encourager l'oiseau à s'y mettre, parce que si tu fais que de l'eucalyptus, visiblement ça l'intéresse pas autant. Ouais. Elle aime bien qu'il y ait un petit peu de diversité, certainement pour qu'il y ait aussi une diversité d'insectes autour de son habitat, ce qui est logique, hein, parce qu'elle mange pas que du frelon asiatique, hein, soyons honnêtes. Et il faudrait aussi veiller à conserver les grands arbres, parce que c'est dans les grands arbres que la bondrée apivore va nicher. Si vous lui laissez que des tout petits spécimens, ça lui servira pas à grand chose et elle va pas s'y installer. Donc il faut vérifier qu'on ait des grands arbres qui soient là et qui soient possibles pour la bondrée apivore pour y nidifier, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autres rapaces qui s'y soient installés par exemple. Et pour ça, il faut qu'on ait une gestion des forêts qui se fasse sur le long terme, parce que pour avoir un arbre qui soit suffisamment grand pour y accueillir ce genre d'oiseaux, il faut facilement une 30aine d'années, hein, généralement. Pas moins que ça. Madame la bondrée apivore veut pas un café non plus pendant qu'on y est. Si, et un petit gâteau. Si un petit gâteau. Hein, oublie pas le biscuit, voilà. Ah, biscuit au frelon asiatique, bien sûr. Et il faut, avec du miel, il faut accueillir. Et oui, voilà, c'est comme ça. Il faut que le tronc de ces arbres-là, si tu veux, dépasse plus ou moins les 50 cm de diamètre, pour que ce soit suffisant pour qu'elle puisse y construire son aire. On rappelle que le nid d'un énorme rapace, en vrai, 50 cm de diamètre pour un arbre. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais il faut que ce soit... faut quand même qu'il y ait... Pour un eucalyptus, ça fait quand même une bonne 30aine d'années de pousses, mine de rien. Donc voilà. Ça nécessite une gestion des forêts qui doit se faire sur le long terme, en quelque sorte, hein. C'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Alors ça veut pas dire qu'en France, on n'a pas déjà des forêts qui soient capables d'accueillir la bondrée apivore, hein. Elle est déjà présente en France. Mais ça veut dire qu'il va peut-être falloir gérer les forêts un poil autrement pour l'encourager, notamment autour des endroits qui vont être un peu plus utilisés pour les ruchers. Par exemple, pour peut-être aider à la protection de ces zones-là, tout particulièrement. Voilà. Donc c'était une publication très intéressante que je vous encourage à lire. Il y a un article aussi sur Ornithomédia, je crois qu'il a un peu vulgarisé, donc si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à aller voir là-bas. Mais en gros, voilà, c'est, je pense, à l'heure actuelle, l'une des meilleures solutions qu'on a pour lutter écologiquement, évidemment, hein, contre le frelon asiatique. Ça, et cette étrange plante carnivore du Muséum d'histoire naturelle, qui semble être un très bon espoir aussi. Je sais pas comment ils ont fait pour arriver à la conclusion que cette plante carnivore-ci était problématique pour le frelon asiatique. Ah, il y a toute une étude qui s'est faite, hein. C'est très pointu, c'est très intéressant. Et ce qui est encore mieux,
Et c'est là que je trouve la chose super intéressante, c'est qu'en fait, C'est cette qu'on plante a carnivore, une c'est pas n'importe Bondrée laquelle. qui a pris une plante carnivore dans son bec. Et... Non, mais cette plante carnivore, c'est là que c'est encore mieux, c'est pas n'importe laquelle. Elle s'appelle Sarracenia aureophylla. Et alors, Sarracenia aureophylla, en fait, c'est une plante carnivore qui est originaire d'Amérique du Nord, mais avec une aire de répartition minuscule et qui se rétrécit d'année en année. C'est fou. Et du coup, c'est une plante qui est particulièrement en danger, elle est en voie d'extinction carrément. Et en fait, je suis en train de me dire que si effectivement les résultats du Muséum d'histoire naturelle sont si probants que ça, et si on voit un intérêt écologique à cette plante-là, est-ce qu'on pourrait pas faire d'une pierre deux coups en utilisant cette plante et du coup en la sauvegardant de l'extinction pour la placer devant les ruchers et protéger en quelque sorte nos abeilles locales, tout en essayant d'installer sur le long terme des arbres qui pourraient être utilisés par la Bondrée apifort, c'est avoir une sorte de double solution écologique tout en préservant des espèces en même temps qui pourraient être intéressantes, tu vois. Donc y a moyen de faire des choses dans ce genre de situation, c'est une situation absolument incroyable où on a vraiment moyen d'aider plusieurs espèces à la fois, en fait. Absolument, absolument. Bon, après, dans le cadre de la plante carnivore, je pense qu'il doit y avoir plein de choses qui vont devoir être bien analysées, comme par exemple la composition du sol. C'est vraiment un truc primordial pour les plantes. Aussi le climat qui pourrait ne pas convenir. Alors j'avais regardé justement, mais le climat c'était pas un problème pour celle-là, parce qu'en fait, elle vit dans des zones montagneuses, notamment. Parce que oui, il y a des plantes carnivores qui vivent dans des zones montagneuses où la température descend en dessous de 0. C'est possible. C'est pas que des trucs incroyables. De pays chauds. Et en fait, ça conviendrait tout à fait à notre climat européen. Incroyable. Voilà. Et on a la solution sous les yeux. On en a même plusieurs. Hein. Mais les solutions sont toujours un peu naturelles, hein, finalement. Hein. Tu en parlais avec un de nos invités précédemment qu'on avait reçu... il y a quelques épisodes de cela, la grande majorité des solutions sont finalement naturelles, quoi. Hein. C'est juste qu'il faut trouver la bonne. Celle qui fonctionne sur le long terme, disons. Voilà, celle qui fonctionne sur le long terme, effectivement. Incroyable. Voilà. Donc voilà, j'avais promis en parler d'oiseaux quand même, hein, t'as vu. Ah oui, merci d'avoir respecté cette promesse. Ah, t'as vu. Hein. Est-ce que tu connais le parc animalier des Pyrénées, Sophie ? Bah, disons que les Pyrénées, ça me dit quelque chose déjà pour commencer. Ah oui, non. Non, je parle de l'entité. Le parc animalier des Pyrénées, c'est une entité... qui se situe donc à Argelès-Gazost, ou Gazost, je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'est un parc qui a été fondé en 1999 par Serge Mounard, autour d'un animal assez emblématique des Pyrénées, la marmotte. Et depuis, l'établissement accueille 500 animaux représentant 120 espèces. Il y a de la marmotte bien sûr, mais il y a aussi de la loutre, il y a du lynx, il y a de l'ours brun, il y a du loup, il y a évidemment des oiseaux, du vautour, on parlera du gypaète barbu d'ici quelques instants, et aussi des oiseaux un petit peu plus exotiques, on aura l'occasion d'y revenir. C'est 14 hectares qui sont dédiés donc à la conservation des animaux, et ce parc est considéré comme une référence. Il participe même à des programmes européens visant à préserver la biodiversité et à sensibiliser le public. Et j'ai parlé de gypaète barbu parce que Sophie, toi tu t'occupes justement du gypaète barbu. Il y a un programme de conservation qui avait été réalisé par le parc animalier des Pyrénées. C'est un programme qui est né, je crois, en 2013, qui avait pour but à la fois d'aider le gypaète barbu, mais aussi d'autres vautours, comme par exemple le vautour fauve. Et le parc s'était notamment équipé de 4 volières qui pouvaient accueillir accueillir 8 couples d'oiseaux. Et
de fait justement de la qualité de ce qui avait été réalisé au parc, eh bien, il y avait eu un engagement qui avait été pris avec la Vulture Conservation Foundation dans le cadre d'un programme d'élevage européen du gypaète barbu notamment. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, ou pas, Sophie ? Bah oui, parce que j'étais justement dans une réunion sur le gypaète barbu avec des acteurs européens. Alors il y en avait notamment de l'Espagne, parce qu'ils ont aussi leur programme de conservation sur les Pyrénées de leur côté à eux. Et de l'Allemagne qui était là pour en parler il y a justement 2 semaines en fait, en conversation avec eux, donc oui. Oui, effectivement. Donc Serge Mounard, c'est le président du coup de ce parc. Et on se dit que tout va bien, mais évidemment pas du tout, puisqu'en 2015, il y a un appel anonyme qui va être lancé, et qui va grosso modo dire il se passe des choses très louches quand même dans ce parc, que vous devriez aller mener l'enquête. Et c'est ce qu'a fait effectivement l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, devenu par la suite l'Office français pour la biodiversité, qui a décidé de mener une enquête, et cette enquête, elle a mené à établir des soupçons, notamment envers Serge Mounard et 12 autres personnes qui effectuaient du recel d'oiseaux capturés illégalement dans la nature. Alors concrètement, comment ça se passait ? Eh bien, Serge acceptait des oiseaux issus de trafic, dont certains d'espèces protégées, et tout cela était permis grâce à un autre intermédiaire du nom de Bastien Gaborio, qui lui était soigneur au parc et qui falsifiait le puçage électronique des oiseaux et aussi de mammifères, parce que on aurait eu aussi des mammifères comme des marmottes qui auraient été revendus illégalement à des particuliers aux Pays-Bas. Alors Serge Mounard, il a reconnu les faits, voilà, il a expliqué qu'il avait recours à cette pratique pour compenser la mortalité des espèces nées hors captivité, et aussi à se procurer plus facilement certains oiseaux plutôt rares, puisque parmi les oiseaux qui sont présents dans le parc, on a des oiseaux qu'on peut croiser dans les parcs et les jardins, comme par exemple la bergeronnette des ruisseaux, le verdier d'Europe, un oiseau qu'on croise en montagne, le crave à bec rouge, et puis on a aussi d'autres oiseaux beaucoup plus rares en France, comme par exemple des geckos, voilà, des toucans ou encore des martins chasseurs, donc pas vraiment des oiseaux que l'on croise, des toucans, oui, absolument, donc pas forcément des oiseaux que l'on croise justement en France. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, l'objectif, c'était d'acheter en fait à la fois des oiseaux, mais aussi des œufs. Les œufs naissaient en captivité, et donc du coup, les oiseaux étaient par la suite propriété du parc, puisque le parc essaie préciser sur leur site. Aucun des animaux ne provient de la nature. Tous les pensionnaires viennent d'échanges entre parcs et zoos européens où ils sont nés sur notre site, et le où ils sont nés sur notre site vient justement de ces œufs qui ont été récupérés. Donc c'est un trafic, on pourrait se dire, un peu national, même si pour le coup on a quelques ventes qui a été réalisé aux Pays-Bas. En réalité, c'est plus un trafic européen qui s'est mis en place, un trafic national et même européen donc, qui s'étend jusqu'en Belgique. En France, les départements du Lot, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, de l'Ariège, du Tarn, du Gers et du Lot-et-Garonne, ainsi que des Langues, impliquaient des fournisseurs justement qui fournissaient des oiseaux, parfois en échange d'autres espèces, et ces oiseaux étaient capturés à l'aide de filets, où on réalisait des techniques de dissimulation, comme par exemple on coupait les bagues, ou on réutilisait des transpondeurs d'oiseaux morts pour masquer justement l'origine illégale des oiseaux. Donc ça c'est absolument incroyable, mais c'est pas tout, Sophie, parce que on a un ornithologue qui fournissait lui des oiseaux en procédant à des captures interdites ainsi qu'à des échanges. Donc il capturait les oiseaux par piégeage, ils étaient réintroduits en volière du parc, et justement grâce à tout ça, certains se faisaient un business un peu juteux, parce que l'un des mis en cause aurait perçu 30 000 € pour des oiseaux capturés, ce qui est quand
même assez extraordinaire. 80 000 euros pour des Léotreix du Japon, donc les fameux rossignols du Japon. Certains individus, un individu aurait vendu 250 rossignols. Il précise pas si c'est des rossignols européens ou si c'est à nouveau des rossignols du Japon, pour 87 000 euros sur 3 ans. Pour te donner une petite idée. Donc au total, c'est 23 personnes qui ont été mises en examen dans cette affaire, 5 ont bénéficié de non-lieu, 6 ont fait l'objet d'une comparution en plaidé coupable, et 13 personnes vont comparaître donc jeudi 19 juin pour trafic d'espèces protégées en bande organisée de janvier 2015 à février 2017. Incroyable. Voilà Sophie pour ce parc national qui accueillait visiblement aussi des oiseaux de mauvais augure. Pourquoi parler de ça ? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler de trafic d'espèces protégées, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu, mais pas aussi, on va dire, précisément que ça, pour vous montrer tous les intermédiaires qu'il y a, et que ce n'est pas juste en réalité une discussion entre deux personnes, c'est en réalité tout un réseau qu'il faut par la suite démanteler, et ça se joue sur plusieurs départements, voire plusieurs pays, ici en Europe, mais aussi des transactions qui peuvent avoir lieu notamment avec l'Afrique du Nord, où notamment beaucoup de chardonnerets élégants, mais pas que, des oiseaux chanteurs en tout cas, sont capturés pour être revendus au grand public. C'est incroyable quand même, un tel réseau, tu te dis mais ça existe que dans les films, et en fait tu te rends compte que pas du tout. Non, pas juste du tout. Sur le pas de ta porte. c'est ça, et c'est encore plus dramatique quand l'on sait que ces gens-là sont reconnus justement pour la qualité justement de leur travail et qu'ils ont participé, comme dit précédemment, à des programmes de réintroduction, de conservation de certaines espèces. On parlait du gypaète barbu tout à l'heure. T'as eu l'occasion de travailler avec Serge Mounard, pour le coup, qui était la tête pensante de ce projet ? Ah, pas du tout, parce que moi ça fait pas très longtemps que je suis dans le projet, donc je pense que ça fait un moment qu'il est pas plus impliqué là-dedans, je sais pas. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui non plus. Moi, j'ai surtout discuté avec l'équipe du coup espagnole principalement, et un peu. J'ai pas vraiment discuté avec l'équipe française en fait sur le sujet. D'accord, ok. Je disais le problème, c'est qu'en fait, quand on a un projet de conservation comme celui des gypaètes barbus, comme tu l'as dit, au début, des volières ont été construites sur le site, et ça m'étonne pas trop, parce qu'en fait, ce qu'on cherche toujours, c'est des endroits où loger les oiseaux, parce que un programme de conservation d'une grande envergure comme ça nécessite beaucoup d'oiseaux différents, mais surtout beaucoup d'endroits où les mettre, les oiseaux. Tu peux pas tous les loger au même endroit, ça prend trop de place. Une volière pour un gypaète, ou pour un couple de gypaètes, c'est grand, c'est pas un petit truc. Ah oui, c'est coûteux et ça demande de l'entretien. Et tu peux pas juste en aligner une cinquantaine comme ça sur le même terrain, c'est pas possible. Donc généralement ce qui se passe, c'est que tu vas demander aux zoos qui ont déjà des volières, est-ce que vous avez de la place pour loger tel ou tel oiseau pour tel programme de conservation ? Ils vont te dire oui ou zut, ça dépend des fois. Et puis tu vas demander à des propriétaires, à des gens qui ont des terrains privés, à des gens qui par exemple ont des sites comme celui-là qui sont prêts à mettre le prix pour construire des volières en plus. Est-ce que vous êtes intéressé par le projet ou pas ? Et donc oui, tu vas filer des oiseaux à ce genre d'endroit parce que t'as pas trop le choix en fait. Et tout est dans le titre de ce que tu soulevais à l'instant, puisqu'on parle d'un centre d'élevage du gypaète barbu. Alors attention, ça veut pas dire qu'on est contre ça, mais les termes ont une importance, et c'est ce que tu viens de relever à l'instant. Exactement. Donc alors centre d'élevage, ça peut tout et rien dire à la fois. Ça peut être à la fois un endroit où vous avez juste 2-3 couples reproducteurs qui font leur petit truc dans leur coin, et en fait on les laisse se débrouiller, et après on récupère si on veut échanger des oiseaux avec d'autres endroits une fois qu'ils sont assez grands et qu'on doit les enlever des parents, parce que sinon il va y avoir des problèmes, vu que les jeunes sont censés partir, ils restent pas avec le couple parental. Ou alors ça peut être un endroit où on va carrément faire de la reproduction, mais à grande échelle en quelque sorte, où là on va peut-être même retirer les œufs et les incuber dans des incubateurs artificiels et les élever à la main après, c'est tout à fait possible. Et on va peut-être en laisser un aux parents pour qu'ils l'élèvent, mais on va retirer l'autre œuf pour être sûr qu'on ait le double de poussins cette année-là, par exemple, c'est tout à fait possible aussi.
Donc ça peut dire plein de choses, centre d'élevage. Faut faire un peu attention parce qu'il y a plein de trucs qui peuvent se cacher là-dessous. On sait pas trop ce qui s'y cache souvent. Alors pas de trafic de gypaètes barbus, en tout cas pas dans ce que j'ai relevé et dans ce que la presse nous a signalé. J'ai pas eu accès au dossier, je suis pas journaliste, j'ai pas à avoir accès à ce genre de choses-là, quand bien même ça aurait été très intéressant pour vous apporter plus de précision. Mais c'est surtout des petits oiseaux qui ont été trafiqués. Les plus grands, ça doit être justement tout ce qui doit être... je sais même pas honnêtement si les toucans et les martins chasseurs sont comment dire... ont été trafiqués parce que effectivement ils apparaissent dans le dossier, ils ont été réintroduits dans les volières du parc, mais savoir s'ils ont été capturés de manière légale ou illégale, enfin pas capturés pardon, mais obtenus de manière légale ou illégale, ça c'est uniquement dans le dossier qu'on pourra retrouver ces informations-là. Donc prenez aussi avec des pincettes les différentes choses que j'ai dit et les articles qui vont vous être fournis de la part de la presse, puisque nous n'avons pas toutes les pièces du dossier et il se peut qu'il y ait des mauvaises informations qui puissent circuler aussi bien de mon côté que du leur. Tu fais bien de le préciser. Mais les toucans, je me demandais, c'est les aracaris ou c'est d'autres types qui étaient sur le... Tu sais quelle espèce ? Il précise pas, il précise de toucan, donc je suppose que ça doit être des toucans toco, mais je peux pas en être sûr. Et martin chasseur, je suppose que ça doit être du martin chasseur géant, mais j'en suis pas sûr non plus. Ouais. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas accès au dossier, donc malheureusement je peux pas rentrer plus dans les détails, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les rossignols, puisque ça parle de rossignols du Japon, mais ça peut être aussi des rossignols philomèles, étant donné que le parc est aussi responsable d'oiseaux qu'on peut voir sur notre territoire, et que on parlait notamment de chardonneret et de verdier plutôt dans la conversation. Donc voilà. Ouais, je me demandais parce que j'étais en train de faire le lien avec une recrudescence du nombre notamment d'aracaris et puis aussi de toucans, notamment les toucans toco comme tu l'as dit, qui sont maintenant vendus comme NAC. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais il y a une mode dernièrement de ce genre de bestiole comme animal de compagnie, donc je me disais peut-être qu'il y a un lien, tu vois. Je sais pas du tout. Je fais pas partie de l'OFB ni de je ne sais quel organisme qui s'occupe de traiter le crime organisé, le grand banditisme chez les animaux. Peut-être. Après, je suis surpris que le toucan soit considéré comme NAC. Il est pas sur l'annexe 2 de la CITES ou l'annexe 1 ? Si, mais ça empêche pas, je sais pas si t'as vu les vidéos sur internet, mais j'ai l'impression d'en voir de plus en plus avec des gens avec des toucans. Alors je sais pas si c'est en France spécialement, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il commence à acquérir une petite renommée en tant qu'animal de compagnie, cette bestiole. Et ça m'ennuie, parce que c'est pas censé être un animal de compagnie. Ouais, je vois un gars qui bosse beaucoup sur le net justement, qui a un toucan. Mais lui ça fait pas mal d'années qu'il l'a déjà, donc assez étrange. Faudrait mener j'ai l'impression l'enquête, que c'est de plus en plus. Faudrait mener l'enquête. Et bien peut-être que l'enquête nous l'amènera au prochain épisode, Sophie, parce que c'est la fin de notre discussion. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez évidemment pas à écouter les précédents épisodes sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas également à poser vos questions dans les commentaires sur YouTube. On sera ravis d'y répondre, ou juste poser quelques petits mots à notre égard. Ça fait toujours plaisir et on essaye de vous répondre toujours le plus vite possible. Merci à vous tous et à vous toutes d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter le courrier de la Sterne. Et rendez-vous la semaine prochaine. À plus.